Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce jeudi. 23 départements sous étroite surveillance sanitaire. Les centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés y seront fermés. Le port du masque obligatoire dans toutes les villes. Dans le Pas-de-Calais, le confinement sera en vigueur chaque week-end. Tous les détails des mesures annoncées par Jean Castex dans un instant. Comment accélérer la campagne de vaccination? Le gouvernement veut vacciner 20 millions de personnes avant la mi-mai. Olivier Véran va envoyer demain une lettre à tous les soignants leur demandant instamment de se faire vacciner contre le Covid. L'incroyable âpreté des négociations sur les prix entre agriculteurs et grandes surfaces. Des éleveurs s'insurgent contre certaines promotions. Par exemple, des côtes de bœuf vendues 9,50 € le kilo au tiers de leur prix. Dans ce journal également, sommes-nous bons en géographie? L'une de nos équipes a testé nos connaissances. Les départements, les capitales étrangères, ne nous le cachons pas, nous avons de sérieuses lacunes. Enfin, nous irons assouvir notre soif d'évasion. Vous découvrirez la vie secrète des plus grandes tortues marines du monde. Elles mesurent jusqu'à 2,20 m. En cette saison, elles traversent l'Atlantique et viennent pondre sur les plages du Gabon. Comme presque tous les jeudis, Jean Castex a tenu une conférence de presse en début de soirée et, comme souvent, nous en avons beaucoup appris sur l'évolution de l'épidémie, les livraisons de vaccins et les nouvelles mesures de restriction sanitaire, en attendant peut-être des jours meilleurs annoncés pour la mi-avril. Tous les détails avec Arnaud Etcheverry. En se présentant une nouvelle fois devant les Français, Jean Castex confirme que le virus continue son accélération. Désormais, le variant anglais représente 60% des nouvelles contaminations. D'où de nouvelles mesures annoncées ce soir. Jusqu'à présent, 20 départements étaient en surveillance renforcée. 3 autres s'ajoutent à la liste, l'Aisne, l'Aube et les Hautes-Alpes. Pour l'instant, pas question d'imposer un confinement le week-end, à l'exception du Pas-de-Calais, dont la mesure prendra bien effet dès samedi matin, 6 h pour les 3 prochains week-ends. Ce département rejoint Dunkerque et la métropole de Nice. Pour les autres départements sous surveillance, pas de confinement donc, mais le port du masque qui sera étendu à toutes les zones urbaines. Les préfets pourront également interdire les regroupements dans les espaces publics. Fermeture des centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés. Enfin, le Premier ministre fait des recommandations. Ces prochains week-ends, même si vous n'y êtes pas contraint, restez le plus possible chez vous. Limitez ce qu'on appelle vos interactions sociales. Concrètement, dans les zones placées sous surveillance, évitez de sortir de son département. Les gens vont de toute façon faire ce qu'ils ont envie de faire. À partir du moment où c'est pas verbalisé. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tout le monde comprenne, simplement. En parallèle, l'accélération de la vaccination va se poursuivre. 135 000 nouvelles doses seront envoyées d'ici ce soir dans les départements prioritaires. Les pharmaciens pourront également administrer le vaccin à partir du 15 mars. Enfin, dès la mi-avril, les 50-64 ans pourront se faire vacciner, même ceux qui n'ont pas de pathologie. Et parmi les principales mesures, le reconfinement pour 1 500 000 habitants du Pas-de-Calais à partir de samedi matin et pendant tous les week-ends à venir, leur liberté de mouvement sera très réduite. C'est en effet dans le Pas-de-Calais que le taux d'incidence de l'épidémie est l'un des plus élevés en France métropolitaine. Reportage entre Lens et Béthune, Sébastien Ambert et François Ouasson. Dans les rues de Béthune, nous croisons cette mère avec son fils venu la voir pour les vacances. Mais le séjour sera écourté à cause du confinement, un crève-cœur, même s'ils comprennent la situation. Mais bon, ça se comprend, on accepte, malgré nous, on accepte. Oui. Il vaut mieux prévenir que guérir, c'est mais sûr. Oui, voilà, c'est bon, ça commence à devenir long en fait, et on n'a pas de visibilité voilà, ni de recul. On nous fait tellement peur avec tout que bon ben, on n'ose plus y croire quoi. On baisse la tête, on obéit, puis voilà. Le confinement commencera à 8 h samedi matin. Certains auraient préféré qu'il soit plus strict et plus large. Moi, ça serait plutôt une mesure directe ensemble pour être tranquille par la suite que faire petit à petit et ne pas s'y retrouver. Et puis nous rencontrons ces 2 travailleurs. Ils sont en colère, ils considèrent que le peu de vie sociale qui leur reste est sacrifié. Métro, boulot, dodo quoi. Ouais, c'est pas évident ça. Faut qu'on vit quand même. Un peu plus loin, dans le bassin minier à Liévin, le patron de cette concession automobile est circonspect. Il ne comprend pas pourquoi seul le Pas-de-Calais est confiné et pas le Nord aussi. C'est que je suis à la fois présent pour 80% de mes affaires dans le Pas-de-Calais, mais aussi 20% dans le Nord. Ça veut dire aujourd'hui que
Je peux travailler à Douai, mais je ne peux pas travailler à Arras. Je ne croise pas un vendeur qui me dit alors, vous avez vu ce qui va se passer, comment on va vivre à la fin du mois. Dans le nord, désormais, le masque est obligatoire partout, même sur la plage. Retour à Béthune, chez cette fleuriste. On prépare la fête des grands-mères de dimanche, sans savoir si le commerce pourra ouvrir. Et je ne sais pas si on a le droit de venir chercher le bouquet en faisant une vente à emporter. Donc on attend les consignes. 18h à la mairie de Béthune, le maire est là, revenu précipitamment de vacances, pour écouter Jean Castex, mais surtout pour avoir plus de précisions du préfet. On ne connaît pas précisément comment ça se passait pour les sorties, les attestations, les déménagements, comment se passait pour les gardes d'enfants alternés, les parcs sont-ils ouverts ou fermés, les cimetières sont-ils ouverts ou fermés. Bref, il faut qu'on s'organise et ça va se faire un peu dans l'urgence. Le gouvernement propose d'envoyer 10 000 doses de vaccins supplémentaires dans le Pas-de-Calais, un département qui se sent ce soir tout de même stigmatisé. Et oui, le Pas-de-Calais est effectivement le seul département français à être confiné ce week-end. Mais vous allez le voir, la carte de la situation épidémique a changé. 3 nouveaux départements sont en surveillance renforcée. l'Aube, l'Aisne et les Hautes-Alpes. En tout, 23 départements sont sous surveillance, ce qui a pour conséquence des mesures de restriction sanitaire. Quelles sont-elles? Alexandre Pay et nos bureaux en région. Ce soir, 3 nouveaux départements s'ajoutent à la liste. L'Aisne, l'Aube et les Hautes-Alpes sont désormais eux aussi sous surveillance renforcée. Première conséquence, le port du masque est maintenant obligatoire dans toutes les zones urbaines, comme ici à Troyes. Ah, je m'y attendais pour ma part. Ah oui, m'y attendais. Depuis le mois de mars, je le porte comme s'il était obligatoire tout le temps, donc j'ai pas vu de grosse différence là-dessus. La mesure s'applique également dans les départements de l'Île-de-France, comme dans ce parc de l'Essonne. Oui, c'est vrai, je le mets, il n'y a pas de souci. Vous portez le masque en Essonne? Bien sûr, on l'a d'ailleurs. Plus difficile à accepter, l'accès de certains lieux très fréquentés par le public devrait être réglementé. Ce parc public pourrait être concerné. Ah bon? Pourquoi? Je trouve ça dommage parce que il y a un bel espace pour les enfants et pour se promener. On est en plein air, je vois pas pourquoi on ferme ici. Il n'y a pas de raison de fermer pour moi. Autre mesure, plusieurs communes ont déjà fermé leur accès aux quais. C'est aux préfets et aux élus de prendre la décision. À Lyon, verdict dans les prochains jours. Donc ça serait dommage. Et c'est quelque chose qu'il faut malheureusement faire, même si c'est pas forcément facile à supporter. Si c'est une mesure nécessaire pendant un petit bout de temps, pourquoi pas? D'autres restrictions très localisées ont déjà été prises par les préfectures, comme l'interdiction de boire de l'alcool dans les lieux publics. À Metz, c'est déjà le cas depuis hier. Bientôt, on n'aura plus le droit de manger, ça se trouve. Je sais pas. Tiens, on va quand même manger ensemble, donc l'alcool, ça va pas changer grand-chose. À Nice, malgré une amélioration de la situation sanitaire, confinement strict le week-end reconduit à partir de vendredi soir. Je vois franchement pas l'intérêt. On dirait que le virus n'est là que le week-end et que la semaine, il se planque. Mais on ne pourra pas empêcher surtout la population des jeunes, qui n'ont pas que ça à faire, de vouloir être un peu libre. Pour freiner l'épidémie, la ville organise une vaste campagne de vaccination. 12 000 personnes devraient être concernées. Au cours de cette conférence de presse, Jean Castex et Olivier Véran ont aussi fait des annonces importantes concernant la stratégie vaccinale. Celle-ci, notamment, les 22 000 pharmaciens commenceront à administrer des doses à partir de la semaine du 15 mars. C'est très bientôt. Tous les détails avec Julien Roux, Didier Pireski et Florian Litzler. Jusqu'à présent, ce pharmacien réceptionnait les vaccins pour les médecins. Mais à partir du 15 mars, il pourra vacciner lui-même sa patientèle. Et il n'y aura pas besoin de prescription. Alors nous, évidemment, les pharmacies sont prêtes. Maintenant, il faut avoir les vaccins aussi. Ça, c'est notre paire de manches. Il faut qu'on sache qui vacciner, en priorité, comment. Je pense que le décret va peut-être sortir, mais d'un point de vue administratif, c'est toujours un peu plus long. Le gouvernement le promet, le rythme va s'accélérer. Des livraisons massives sont attendues ce mois-ci. 4 millions de doses pour Pfizer, 900 000 pour Moderna et 4,8 millions pour AstraZeneca. Au total, près de 10 millions de vaccins supplémentaires en mars, 2 fois plus qu'au mois de février. Ce grossiste, chargé d'alimenter les officines, se dit prêt. Nous avons réservé des espaces de stockage supplémentaires pour accompagner la montée des volumes. Et si nécessaire, nous pourrions également étendre sur ce deuxième secteur. À ce jour, plus de 3 millions de personnes ont reçu une première dose, soit 4,7% de la population française.
L'objectif du gouvernement est désormais de vacciner 10 millions de personnes mi-avril, 20 au mois de mai et 30 millions d'ici l'été. Pour cela, l'accès au vaccin va encore s'élargir. Les 50-74 ans sans comorbidité pourront bénéficier du vaccin à partir de la mi-avril. Olivier Véran va également inciter les soignants à davantage se faire vacciner. Il leur enverra une lettre dès demain. Les autorités comptent également sur les médecins généralistes pour monter en puissance. Mais ils font souvent face à des difficultés d'approvisionnement. Il y a quand même une incertitude sur les dates de livraison et sur finalement les quantités à un horizon un petit peu plus lointain. Même à 2 semaines, je ne sais pas du tout de combien de flacons je vais pouvoir disposer et à quelle date est-ce que je vais pouvoir les réceptionner. L'espoir se porte enfin sur l'arrivée de nouveaux vaccins. Celui de Janssen devrait recevoir le feu vert de l'Agence européenne des médicaments jeudi prochain. L'Europe a également commencé aujourd'hui l'examen du vaccin russe Sputnik. La Russie se dit d'ores et déjà prête à fournir des doses à 50 millions d'Européens d'ici juin. Pour tenter de freiner l'épidémie, le gouvernement a également annoncé de nouvelles fermetures de centres commerciaux dans les 23 départements sous surveillance renforcée. Vous les redécouvrez d'ailleurs sur cette carte. Toutes les grandes surfaces de plus de 10 000 m² et non plus de 20 000 m², ce qui était le cas jusqu'à présent, vont devoir baisser leurs rideaux. Comment réagissent les commerçants concernés? Fabien Chadeau et Linda Huré. Près de 400 centres commerciaux de plus de 20 000 m² sont déjà fermés depuis fin janvier. Dès demain soir s'ajouteront ceux de plus de 10 000 m² dans les 23 départements placés sous surveillance renforcée. Une centaine de sites seraient concernés. Une décision jugée trop radicale par ce représentant du secteur. On aurait pu trouver sans doute d'autres solutions qu'on avait proposées d'ailleurs, en particulier l'augmentation de la jauge. On avait proposé de doubler la densité, de passer d'une personne à 8 m², une personne à 16 m². Et depuis le début de la crise, on a d'ailleurs observé qu'il n'y avait aucun cluster qui s'était créé dans les centres commerciaux. Incompréhension aussi dans ce centre commercial à Marseille. À l'intérieur, parmi les nombreuses boutiques, une auto-école. Ce moniteur s'interroge. Demain, va-t-il pouvoir continuer à travailler? Savoir si on va pouvoir recevoir les élèves déjà et pouvoir rentrer dans l'auto-école, pouvoir nos plannings. Bon, déjà, on ne peut pas faire du code, donc la salle de code est fermée. Comme lui, ses collègues s'inquiètent des conséquences sur leur activité. On ne pourra plus recevoir la clientèle. Donc ça va faire encore une baisse de chiffre d'affaires. Donc on va voir comment ça va tourner tout ça. Les grandes surfaces alimentaires, elles, restent ouvertes partout en France, y compris celles hébergées dans les centres commerciaux. Il y a également de très bonnes nouvelles. Dans certains lieux, la campagne de vaccination est presque terminée. C'est le cas dans les EHPAD. 83% des résidents ont été vaccinés, ce qui se traduit d'ailleurs dans les chiffres d'hospitalisation. Les plus de 80 ans développent beaucoup moins de formes graves qu'il y a quelques semaines. C'est la raison pour laquelle hier, le Conseil d'État a suspendu l'interdiction de sortie des résidents d'EHPAD. Excellente nouvelle pour les pensionnaires et leurs familles. À Strasbourg et en région parisienne, Mathilde Véron, Philippe Vogel et Thierry Hackett. Réfléchissez, dans quel pays se trouve Tombouctou? Voilà une scène encore impensable il y a quelques semaines. Dans cet EHPAD en région parisienne, depuis quelques jours, c'est le grand retour des activités tous ensemble. C'était un petit peu morne, hein. C'était un petit peu, oui, un petit peu triste. J'avais eu l'impression qu'on participait pas à rien, qu'on était là, qu'on est dehors. Alors que là, maintenant... Ah ben non, maintenant ça marche, on est dans le coup. Comme partout en France, plus de 80% des résidents ont été vaccinés. La direction a décidé d'assouplir les règles sanitaires. Visites dans les chambres, sorties autorisées, un soulagement pour tout le monde. Ils revivent, on le voit. Ils me disent, mais ça y est, on a des activités, on se revoit. Ils sont heureux. Hier, le Conseil d'État a ouvert la voie à un allègement des restrictions dans les EHPAD. Une urgence pour les professionnels, alors que la vaccination porte ses fruits. Le nombre de foyers de contamination a considérablement baissé et le nombre de personnes âgées qui sont touchées par le coronavirus s'est effondré. Aujourd'hui, à partir du moment où ils sont quasiment tous vaccinés, il faut qu'ils recouvrent leur pleine liberté. Mais en l'absence de directive officielle, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Pour les visites, par exemple. Vous avez là les familles et de ce côté-ci le résident. Dans cette résidence à Strasbourg, la vaccination n'a rien changé. La règle est toujours celle des recommandations nationales, 30 minutes maximum, séparées par une table.
Les familles et les résidents sont en attente d'autres mesures. J'attends qu'on nous donne des instructions claires. Le gouvernement devrait attendre quelques semaines avant d'alléger les restrictions, en cause notamment la faible immunité des soignants. Ce soir, le Premier ministre les a appelés solennellement à se faire vacciner. Seuls 40% l'ont déjà fait. Situation un peu plus inquiétante en revanche aux Antilles, en Guadeloupe. Un couvre-feu va être instauré de 22h à 6h à partir de dimanche. Les salles de sport vont devoir fermer, les compétitions sportives se dérouleront à huis clos. Décision qui fait suite à la hausse du nombre de cas dans l'île et notamment du variant anglais. Dans d'autres départements d'outre-mer, on est également touché par l'épidémie. Pour la première fois cet après-midi, l'île de la Réunion a été contrainte d'organiser un transfert de malades vers la métropole, faute de places suffisantes dans ses hôpitaux. Sophie Chevalreau avec sur place Sylvain Ducasse. Ils sont partis pour 11 heures de vol. C'était il y a 1 heure à La Réunion, l'évacuation aérienne de 4 malades du Covid en réanimation, direction la métropole. Quelques heures plus tôt, dernière vérification. Ce Boeing 787, habituellement destiné à des vols commerciaux, a dû être totalement reconfiguré. On va passer le SAS, le zone tampon pour l'habillage et le déshabillage. Afin d'isoler les malades pris en charge. Et là, nous entrons dans la zone rouge où les civières sont installées. 10 000 kilomètres jusqu'à Paris, un voyage particulièrement risqué. Pour éviter toute surprise, plusieurs centaines de kilos de matériel supplémentaire ont été chargés, 30 000 litres d'oxygène. Ce qui est exceptionnel, c'est le fait que ce soit des patients Covid que l'on transporte sur une très longue distance. C'était l'ultime recours face à la tension hospitalière sur l'île. Le CHU est débordé, la pression en réanimation bien trop forte. On a des taux d'occupation sur La Réunion qui avoisinent les 90% depuis plusieurs jours, voire qui ont dépassé ce taux. Donc du fait de la pression épidémiologique, cette opération était absolument indispensable. Pour tenter de freiner le nombre de nouvelles contaminations et éviter que la tension hospitalière ne s'accentue davantage, le couvre-feu à La Réunion passera dès demain de 22h à 18h. Cette crise sanitaire qui a aussi des conséquences sur les finances de nombreuses communes. C'est le cas notamment des villes thermales dont toutes les installations sont fermées depuis des mois. L'État va leur venir en aide en prenant en charge la plus grande partie de leurs charges fixes. Cela sera-t-il suffisant? Regardez dans quelle situation se trouve la commune de Salins-les-Bains, c'est dans le Jura. Reportage d'Arnaud Etcheverry et Guillaume Vuitton. C'est l'atout touristique et économique de la ville. Depuis bientôt 1 an, l'imposant bâtiment qui abrite les thermes de Salins-les-Bains est fermé au public. Plus un curiste pour profiter de l'immense bassin de 200 mètres carrés. On a des banquettes massantes qui sont ici, une partie donc jacuzzi qui est là. 150 000 curistes viennent ici chaque année. Une catastrophe pour son directeur et ses 53 salariés. On passe dans les couloirs de l'établissement, ça fait mal au cœur. Faute de clients, les thermes ont déjà perdu 1 200 000 €. Et parce qu'ils sont gérés par la commune, ils n'ont droit à aucune compensation financière. Prêt garanti par l'État, on n'a pas le droit parce qu'on est une collectivité. Chômage partiel, donc nous, ça ne nous concerne pas. Exonération de charges, pouvoir public, donc on n'a pas le droit. Salins-les-Bains, 2500 habitants, est au bord du gouffre financier. Cette ancienne cité industrielle vit essentiellement du tourisme. Il y a, on l'a vu, les thermes, mais il y a aussi le casino et le musée qui rapportent à la ville, à eux deux, près de 600 000 € de recettes annuelles. Ces fermetures répétées ont mis à genoux l'économie de la ville. Les commerçants souffrent. C'est une petite ville qui est vivante quand il y a les touristes. Et là, on voit, il y a quasiment plus personne. Mais aussi les hôteliers, comme Élise Claffeur, qui a 2 établissements en ville. Bonsoir Yves. Bonsoir. Vous allez bien? On aimerait avoir un peu plus de clients et puis oui, les temps sont très compliqués. Ce soir-là, seulement 7 chambres occupées sur 35. Et la suite ne s'annonce guère plus réjouissante. On voit que tout est vide, tout est vide. Vous voyez, là, il y a que tout ce qui est vert, c'est vide. Les termes, c'est 20% de notre chiffre d'affaires. On a des échéances, puisqu'on a des loyers à payer, et là, c'est angoissant. Exsangue, la commune doit aujourd'hui combler un déficit de plus d'1 million d'euros, de l'argent qu'elle n'a pas. Monsieur le ministre, en qualité de maire de Salins-les-Bains, je souhaite attirer votre attention sur la situation financière dégradée de la commune. Cette lettre adressée au ministre des Comptes publics par le maire ressemble à un appel au secours. Je ne vous cache pas mon désespoir devant mon incapacité à agir. Est-ce que Salins-les-Bains est en danger aujourd'hui? Oui, la collectivité est en danger, oui.
Oui, non, mais il faut être lucide. Le désespoir, il est lié surtout à le fait qu'on ne voit pas la lumière au bout. On voit pas, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Le risque pour la ville, c'est la mise sous tutelle de l'État. Alors pour l'éviter, le maire a lancé un vaste plan d'économie. Avec son directeur général des services, il a décidé de ne pas remplacer les départs à la retraite. Et puis il va sans doute devoir baisser les subventions aux associations. À ce jour, on n'aura pas le choix. Ça risque d'être douloureux pour les Salinois. Écoutez, oui. Autre levier pour le maire, l'augmentation des impôts locaux. Ce sera en dernier recours, dit-il. Les Salinois se sont déjà fait une raison. Et vous êtes prête à faire un effort collectif pour la ville ? Bien sûr. Bien sûr. Quand on aime notre ville, de toute façon. Bien sûr. Les impôts locaux, il faut forcément augmenter. Mais on n'espère pas. Oui, on n'espère pas. On ne va pas laisser la ville s'écrouler. La commune s'en relèvera-t-elle ? Des projets d'envergure comme la réhabilitation de ce quartier vont être reportés. Ça fait 30-40 ans qu'il n'y a plus rien. Une bien mauvaise nouvelle, car c'est l'autre enjeu à Salins-les-Bains. En 13 ans, la commune a perdu 500 habitants, près d'1 habitant sur 5. La situation financière ne va donc rien arranger. Dans l'actualité également, ce nouveau rebondissement dans l'affaire Elisa Pilarski, cette jeune femme de 29 ans tuée par des chiens alors qu'elle se promenait dans une forêt près de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. L'enquête avait conclu qu'elle avait été attaquée par un pitbull appartenant à son compagnon. Cet homme vient d'être mis en examen aujourd'hui pour homicide involontaire. Il lui est reproché par la justice d'avoir, par maladresse, imprudence, inattention et négligence, causé la mort de la jeune femme. Également dans l'actualité, cette troisième nuit de violence à Beauvais, dans l'Oise. 3 policiers ont été blessés par des tirs de mortier d'artifice. Une compagnie de CRS a été envoyée en renfort dans la ville. Et demain, Jean Castex et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se rendront sur place. Que se passe-t-il ? Comment expliquer ces affrontements, ces violences qui durent depuis plusieurs semaines ? Reportage sur place, Benoît Cristal, Thierry Valta et Patrick Delporte. Des policiers pris pour cible par des tirs de mortier. La scène se déroule dimanche dernier à Beauvais. Dès le lendemain, des poubelles et plusieurs véhicules sont incendiés dans un autre quartier. Les policiers en intervention affirment être victimes d'un guet-apens. Pour les habitants de cette ville réputée plutôt calme, un palier a été franchi dans la violence. Dans le quartier, en ce moment, il y a beaucoup de tensions et ça fait des mois que ça dure par rapport à différents trafics ou les gangs des cités. Et ça ne m'étonne pas du tout. En fait, ça fait que s'enflammer de plus en plus. En fait. Quand vous sortez le lendemain matin, que vous ne trouvez plus votre voiture, qu'elle est brûlée, vous trouvez que c'est agréable pour la personne qui va travailler, qui n'a pas des gros moyens. Les policiers, eux aussi, sont inquiets. 3 de leurs collègues ont été blessés cette semaine. On n'a jamais été dans ce genre de phénomène de guet-apens. On a des violences urbaines régulières. Les vendeurs de drogue, gênés par les interventions de la police ces dernières semaines, tenteraient de reprendre le terrain perdu. Quand vous avez 30 individus qui vous attendent, c'est que c'est organisé. C'est pas un mouvement, je dirais, spontané ou sur une intervention. On va avoir un petit regroupement de 10-15 individus hostiles. Là, ils nous attendaient, ils mettent une voiture au milieu, ils nous attendaient, ils étaient organisés et armés pour. Depuis ces événements, la sécurité privée est plus visible le jour. La nuit, une 50aine de CRS en renfort patrouillent. Le calme semble revenu, mais la mairie demande des moyens supplémentaires. On demande régulièrement auprès de l'État d'avoir un renforcement des forces de police nationales, parce que même si notre ville est relativement tranquille, je pense qu'il ne faut pas attendre que ça dégénère pour prendre des mesures. Dans cette ville de 60 000 habitants, la mairie estime qu'il lui faudrait une quinzaine d'effectifs supplémentaires pour rétablir le rapport de force avec les dealers. Encore un mot de l'actualité judiciaire avec cette décision dans le volet financier de l'affaire Karachi. 25 ans après les faits, l'ancien Premier ministre Édouard Balladur a été relaxé ce matin par la Cour de justice de la République. En revanche, son ancien ministre de la Défense, François Léotard, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 100 000 € d'amende pour complicité d'abus de biens sociaux. François Léotard qui s'est pourvu en cassation et qui a déclaré avoir, je le cite, « honte pour la justice de la France ». C'était il y a un peu plus de 2 mois, le 1er janvier, le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, ce qui a eu pour conséquence le retour des droits de douane, des formulaires administratifs et de longues files d'attente, notamment pour les poids lourds. En quelques semaines, les transporteurs ont trouvé la parade. Ils contournent désormais le Royaume-Uni par la mer, en passant directement de l'Irlande à la France. Un pont non pas aérien, mais maritime, pour lequel tout ce qui flotte, ou presque, est utilisé. Regardez ce reportage étonnant, signé Michel Scott et Gilles Parot.
Le port de Dublin, première porte d'entrée et de sortie d'Irlande pour les marchandises, a trouvé la parade. Depuis l'entrée en vigueur du Brexit, il s'agit d'éviter l'Angleterre, tout simplement. Car autrement, ces milliers de conteneurs, de poids lourds destinés au reste de l'Europe se retrouvent bloqués par les tracasseries administratives qui freinent les flux commerciaux transitant chez le voisin britannique. Les douanes, par ce chemin, c'est un gros problème. Traverser l'Angleterre puis le passage de Douvres à Calais avec la paperasse douanière, ça nous fait perdre 1 à 2 jours chaque semaine. Alors pour éviter ce pont terrestre britannique qui autrefois constituait la route la plus facile, les Irlandais ont multiplié les liaisons maritimes de contournement, avec pour conséquence une explosion du trafic direct vers la France. C'est simple, l'Irlande a carrément besoin d'un renfort de navires. Tel, surprise, ce ferry d'habitude affrété sur les trajets avec la Corse. Avec 174 mètres de long, une capacité de 1800 passagers et 650 véhicules, ce type de navire vient même donc de Méditerranée pour prêter main forte aux Irlandais dans leur liaison avec le continent. Première bénéficiaire de ces nouvelles routes commerciales, tout au sud de l'Irlande, la petite bourgade de Rosslare. À l'origine, son terminal de ferry est surtout destiné aux touristes visitant l'île d'Emeraude. Plus de vacanciers à l'horizon désormais, Covid oblige, mais une file ininterrompue de transporteurs routiers. Les autorités portuaires ont vu les liaisons avec l'Europe multipliées par 5 ces dernières semaines. Le volume de fret vers le continent a augmenté de 446%, avec une bonne rentabilisation des navires puisqu'ils sont remplis à 95%. C'est bon pour l'Irlande, pour nos chaînes d'approvisionnement, nos exportateurs, nos importateurs et nos industries de transport. Quant aux sociétés de ferry, elles soignent cette clientèle constituée exclusivement de chauffeurs routiers, pas fâchés d'éviter les complications douanières anglaises, et à la faveur d'une traversée de 18 heures en mer, par exemple sur ce navire flambant neuf de la compagnie suédoise Stena Line, d'arriver frais et dispo en France. Nous allons à Rungis pour livrer de la viande fraîche. Personne ne veut que ce chargement soit bloqué 2 ou 3 jours quelque part. Et Rungis, l'un des plus grands marchés d'Europe, est seulement à 5 heures de route de Cherbourg. Cherbourg, justement, fait partie de ces ports français qui bénéficient donc de ces autoroutes de la mer, avec un trafic qui est passé de 3000 remorques de poids lourds par mois à 9000, une activité qui compense à la fois la baisse des échanges avec le Royaume-Uni et la chute des flux touristiques due à la situation sanitaire. En France, le salon de l'agriculture, annulé cette année pour des raisons évidentes, aurait dû ouvrir ses portes il y a quelques jours, ce qui n'a pas empêché les agriculteurs de protester contre les pratiques de la grande distribution. Selon eux, elles n'achètent pas leurs produits au juste prix. Il est vrai que certains exemples sont particulièrement frappants. La semaine dernière, une chaîne d'hypermarchés proposait des côtes de bœuf d'origine française à prix vraiment bradé, 9,50 € le kilo. C'est le tiers du prix habituellement pratiqué, ce qui a provoqué, vous allez le voir, la colère d'une éleveuse en Normandie. Reportage de Justine Corbillon, Florence Couturon et Anaïs Barthes. À 29 ans, Anne-Cécile a repris il y a quelques années l'exploitation de son père. 80 blondes d'Aquitaine qu'elle passe sa vie à bichonner. Et c'est en les nourrissant dimanche matin qu'elle a entendu cette promotion à la radio. 9,50 € le kilo de côte de bœuf en supermarché, 3 fois moins cher que d'habitude. Elle en est tombée de son tracteur. Pour que l'agriculteur puisse être rémunéré et l'ensemble des maillons de la filière rémunérés, j'estime que le consommateur doit en moyenne acheter sa viande de bœuf autour de 16 € le kilo. Derrière un kilo de viande, il y a toute une vie. Et quand on le rémunère vraiment aussi peu cher, effectivement, ça paraît un petit peu dégoûtant. Alors que s'est-il passé pour que de telles promotions soient pratiquées chez Système U, Carrefour, Leclerc ou encore Cora? Pour le comprendre, il faut d'abord décomposer le prix du kilo de viande de bœuf. Aujourd'hui, un éleveur vend sa bête autour de 3 € le kilo aux industriels. Ils ont des frais d'abattage et de découpe. Un morceau comme la côte de bœuf est revendu autour de 12 € le kilo. Principalement dans 2 circuits de distribution, les restaurants et les grandes surfaces, qui elles-mêmes la mettent en rayon à 22 € le kilo en moyenne. Sauf que depuis 4 mois, ça ne vous aura pas échappé, les restaurants sont fermés. On est dans une situation où la filière n'arrive pas à écouler le produit. Sinon, il est perdu. La grande distribution, dans son ensemble, a répondu à l'appel des industriels. Donc nous, évidemment, on ne va pas faire de marge là-dessus. C'est pas l'objectif, c'est de pouvoir écouler directement
Et puis c'était très ponctuel. Espérons-le, dit ce spécialiste, car il y a un réel danger à pratiquer ces bas prix. Dès lors que vous cassez des seuils de prix, et le seuil de 10 € pour une côte de bœuf, il est très symbolique. Vous créez un nouveau repère prix pour le consommateur auquel il risque de s'habituer. Alors y a-t-il un responsable dans cette histoire? S'il fallait vraiment en désigner un, est-ce que ce ne serait pas nous? Il y a un paradoxe quasiment intime que l'on a tous en nous, c'est qu'on voudrait que grâce à nos achats, les paysans vivent mieux. Par contre, quand on est en rayon, finalement, une grande part des consommateurs vont se laisser tenter. Et donc c'est toute l'ambivalence qu'il y a entre d'un côté le consommateur et le citoyen. C'est un même individu, mais il y a deux casquettes derrière. Cette opération de promotion n'a duré que 3 jours, elle est désormais terminée. La filière viande espère écouler ses plus belles pièces quand les restaurants pourront à nouveau ouvrir leurs portes. Les études internationales, année après année, semblent montrer que notre niveau scolaire recule. En mathématiques, ce n'est guère brillant. En langues étrangères, nous pouvons sans doute mieux faire. Mais que dire de la géographie? Julien Crézan, Xavier Boucher et Cédric Aguilar ont voulu tester nos connaissances en la matière. Pour résumer le reportage que vous allez voir en quelques mots, ou plutôt en une mention, peut mieux faire. C'est le grand format de ce 20h entre Kampala en Ouganda et Asunción au Paraguay. Des heures passées devant votre globe, à chercher sur une carte votre prochain lieu de vacances. Pourtant, rien n'y fait. Au jeu des capitales, vous êtes souvent à côté de la plaque. La capitale de la Croatie. Je dirais Sarajevo. La Suisse. Zurich. Bâle. La Suisse. Genève. La capitale du Laos. Et non, je suis nul en capitale en fait. Heureusement, la France peut compter sur Aliénor, 10 ans, championne toute catégorie du globe interactif. Trouve le Burundi, le Mexique, la Suède, l'Australie, la Colombie. Nouvelle partie et nouveau sans faute pour cette fan de géographie. Tu connais tous les pays du monde en fait. Presque, mais il y en a que je connais pas encore. Et maman, elle aurait trouvé le Burundi? Mais bien sûr. Pour de vrai? Non, pas vraiment. Pour progresser, le mieux reste de voyager, de partir à la conquête du globe. Enfin ça, c'était avant le Covid. En attendant, vous pouvez toujours compter sur votre imagination. 200 drapeaux, il y a les drapeaux officiels, mais il y a aussi les drapeaux qu'on a décidé d'avoir parce que ça fait joli. Fabien Olicard a créé des dizaines d'astuces pour placer les pays sur une carte. Il enregistre ce jour-là une nouvelle vidéo diffusée sur Internet. Si on construit des scénarios amusants, absurdes, des choses comme ça qui vont nous marquer, alors on n'aura pas d'autre choix que de les retenir. Démonstration. L'Autriche, ça sonne un petit peu comme autruche, avec un long cou suivi d'un bec. Donc l'Autriche a la forme de l'autruche. En dessous, elle est sur son nid, et c'est pour ça qu'on voit pas ses pattes, c'est la Slovénie. Et en dessous du nid, il y a un crocodile qui essaye de manger l'autruche. Crocodile, Croatie. Autriche, autruche, Slovénie, le nid, Croatie, crocodile. Tout marche. Il existe aussi des méthodes plus terre-à-terre. Comment placer ces 3 pays au bord de la mer Baltique? Du nord au sud, c'est dans l'ordre alphabétique. Ça commence par E de Estonie, ensuite Let de Lettonie et Li de Lituanie. Vous pouvez pas faire plus simple, je crois qu'ils ont fait exprès. Autre moyen pour progresser, passer son temps devant les cartes. Nous ne pouvions donc pas faire ce reportage. Bonjour Evelyne. Bonjour. Sans rendre visite à la reine de la météo. Evelyne Delia, 28 ans de présentation et des milliers de cartes à son actif. On fait de la géographie, on traverse toute la France, on apprend à situer les villes. Au début, c'est pas du tout évident. Donc vous les connaissez toutes? Enfin, toutes. J'en connais quelques-unes. On va vérifier? Ok. Vous rêviez de voir l'envers du décor? C'est parti pour un test sur le plateau de la météo. Evelyne, oui. Si je vous demande de placer la ville de Langres. La ville de Langres, la voici. Pas mal. Allez, plus dur, Alençon. Alençon, on retourne vers l'ouest. On a tout tenté pour la piéger, sans succès. Et si je vous demande de placer le village dont je suis originaire? Qui s'appelle? Sonna, en Savoie. Oh là, alors c'est la Savoie.
C'est pas la Haute-Savoie, c'est la Savoie. Haute-Savoie, Savoie. Donc ça doit être quelque part par là. Trop fort. Être bon en géographie vous permettra de briller en soirée. Vous saviez que la ville qui a le plus de lettres dans son nom au monde, c'est en Nouvelle-Zélande? Ah bon? Ça s'appelle comment? Ah, je vais vous l'écrire, c'est trop compliqué. 10 minutes et 85 lettres plus tard, le concours d'éloquence peut débuter. On arrête là. Pour savoir comment le prononcer, nous ne sommes pas partis à Auckland. Pourtant, le voyage fut long. C'est de l'espéranto? Du néo-zélandais. Parfois semé d'embûches, avant d'arriver à l'ambassade de Nouvelle-Zélande. Bonjour Nikki. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Vous connaissez? Oui. C'est impossible. Vous pouvez le prononcer? Ne lancez jamais un défi à une néo-zélandaise. Elle risquerait de vous humilier. Taumata whakatangihanga ko ao o tamatea, turipu kakapiki, maunga horonuku pokai whenua ki tana tahu. Je suis néo-zélandaise, trop facile. Forcément. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La colline sur laquelle Tamatea, le chef de grande stature physique et de renom, a joué sur sa flûte à la mémoire de son frère. Décidément, les Kiwis ne savent pas faire court. Nous, on retourne à nos pancartes. Encore plus de 190 capitales à apprendre. Aïe, 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 je ne les connais pas toutes. Comme chaque soir, nous allons assouvir nos envies d'évasion et prendre le large. Je vous emmène sur les côtes du Gabon à la rencontre des plus grandes tortues marines du monde. Chaque année, d'octobre à mars, c'est en ce moment, des centaines de tortues luttes qui ont traversé l'Atlantique viennent pondre sur ces plages d'Afrique de l'Ouest. La pollution, le braconnage sont leurs ennemis, mais ces animaux vraiment extraordinaires ont aussi des alliés. Regardez ce magnifique reportage de Patrick Fandio, Ismaël Nzé et Luc Armel Nguo. À la nuit tombée, une plage gabonaise qui a la réputation d'être une maternité en plein air. Un site de ponte pour tortues marines géantes sous la surveillance de cette patrouille armée. Ici, c'est une savane où parfois, tard dans la nuit, il y a des bêtes qui viennent. Parfois des buffles, des éléphants et très rarement des panthères. Il faut éviter de déranger les tortues lorsqu'elles viennent pour pondre. Parce que quand il y a des éclosions et qu'il y a des gens qui passent avec des véhicules, ils vont tuer des milliers et des milliers de bébés tortues. Là, j'ai l'impression qu'on a une trace des tortues. C'est bon. Dans la pénombre, après, on va tapis dans le sable, une tortue lutte, l'espèce la plus grande au monde. 150 cm. Viens. Des tortues de 450 à 500 kg, venues parfois d'aussi loin que l'Amérique latine pour faire naître leurs bébés dans ce parc de Pongara. Une ponte sur laquelle planent nombre de menaces. Si le taux d'humidité est très élevé, il y a de fortes probabilités que les œufs pourrissent. Et si le nid est également prédaté par les varans ou les crabes ou autres prédateurs, il n'y aura rien. Les chances de survie sont de 1 pour 1000. C'est insignifiant. C'est vraiment insignifiant. Donc sur 10, on peut avoir 2, 3, sinon quasiment aucun bébé atteindra l'âge adulte. N'aie pas peur. Est-ce que tu vois bien? Depuis 20 ans, les équipes de Paul équipent ces tortues luttes de bagues pour les compter, suivre leur migration et protéger leur ponte. Celle-là va désormais reprendre la mer. Elle ne reviendra pondre ici que dans 5 ans. Et ses œufs vont éclore dans 60 jours, si tout va bien. Car les plages de la région voient naître de moins en moins de bébés tortues. Moins 50% de naissances ces 10 dernières années, d'après les bénévoles qui veillent sur ces nouveau-nés. Au revoir, bon voyage mes bébés. Sauver les bébés tortues, l'obsession de Claire qui accompagne leurs premiers pas en s'assurant qu'ils prennent bien la direction de la mer. Une course contre la montre pour leur survie. Yeah, regardez, il est là.
Des mini-tortues luttes, parfois piégées dans la végétation, et qui y sont à la merci de prédateurs. J'ai trouvé 3, mais il y a encore une vingtaine qui étaient dans la végétation. On a eu 85 qui sont partis toutes seules à la mer. C'est toujours dommage qu'on est obligé de sauver des bébés comme ça. C'est toujours mieux qu'on voit les traces qui vont direct à la mer. Mais on est quand même content de retrouver ces bébés en bien forme. On voit bien qu'ils sont en bonne santé parce qu'ils sont vifs et veulent aller chercher la mer. Oh là 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 là! Merci, on va aller voir le nid là de 70 jours. Nathalie dirige ses équipes de bénévoles qui recensent les nids de tortues identifiés par des positions GPS. Là, c'est bien dégagé en tout cas. Une armée d'anges gardiens pour protéger ces sites naturels de reproduction. Les problèmes qu'on rencontre, c'est souvent si le nid, par exemple, a été pondu à côté d'un caniveau. Quand les tortues sortent, elles peuvent tomber dans le caniveau. Et il y a énormément de pollution. Elles restent coincées dans les bouteilles plastiques, dans les sacs plastiques. Ce qu'on veut, c'est que les tortues marines, nos enfants, nos petits-enfants, ils puissent en voir, ou que même s'ils ne les voient pas, qu'ils sachent qu'elles existent. Malgré l'action de ces militants de la biodiversité, les naissances pourraient continuer à baisser sur ces plages gabonaises. Les sites naturels de reproduction des tortues étant de plus en plus menacés par l'érosion de la côte, provoquée par la montée continue du niveau de l'océan. C'est un événement exceptionnel qui a eu lieu hier au musée du Louvre. Des pièces très rares datant de la Renaissance, volées il y a 40 ans, ont repris leur place dans les vitrines. Elles ont été retrouvées tout à fait par hasard il y a quelques mois en marge d'une vente aux enchères. Nos preux chevaliers David Desarrojo et Jean-Philippe Eckett ont mené l'enquête et ils ont trouvé. Un simple carton, escorté par 3 policiers en civil. Convoi ultra discret, car dans cette boîte d'apparence banale se cache un trésor. Évalué par certains experts à plus d'1 million d'euros, mais pour son propriétaire d'origine, le Louvre, sa valeur est inestimable. Plaisir de vous le remettre. Merci. La police judiciaire a rendu au musée ce casque et cette pièce d'une armure du XVIe siècle, volée il y a près de 40 ans. Nous sommes heureux que ces œuvres aient retrouvé les vitrines du musée du Louvre. Les 2 œuvres, léguées par la famille Rothschild dans les années 20, avaient été dérobées la nuit du 31 mai 1983. C'est en fait un agent de surveillance qui a découvert le vol à l'ouverture du musée au matin, et donc avec effraction de la vitrine. À l'époque, l'enquête ne donne rien. Aujourd'hui encore, nul ne connaît le coupable, qui, étrangement, n'a emporté qu'une partie de l'œuvre. Donc voilà l'autre élément de cette cuirasse. Et donc la partie qui nous a été rendue aujourd'hui, c'est la partie arrière. Pourquoi ne pas avoir tout pris? Était-ce un travail d'amateur? En tout cas, ça ne donne pas l'idée d'un gang international très bien organisé. Il a pourtant fallu attendre janvier dernier pour que les enquêteurs remettent la main dessus. Un expert doute de l'origine de ces antiquités vendues aux enchères à Bordeaux et donne l'alerte. Les policiers consultent alors une base de données de 100 000 objets culturels volés, ainsi que celle d'Interpol. Sur les 2 bases, nous avons pu avoir la confirmation que ces objets, aux mains de l'expert, étaient bien les objets qui avaient été volés en 1883. Affaire résolue, ou presque. Car on ne saura jamais combien d'intermédiaires ont eu ces œuvres entre les mains. Une centaine de photos magnifiques signées du grand Jacques-Henri Lartigue pour refermer ce journal. C'est le nouvel album édité par Reporters sans frontières, disponible partout depuis aujourd'hui. Les recettes de la vente servent à défendre la liberté de la presse dans le monde. Une noble cause s'il en est à Moscou, Minsk, Hong Kong, Budapest, Rangoon et ailleurs. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia qui nous annonce le grand retour du Moscou-Paris et de ses frimas. Puis votre série, section de recherche. Demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Vous retrouverez Anne-Claire Coudray à 19h45 pour l'édition spéciale, à 20h pour votre journal. Excellente soirée à tous. À lundi.